Bonjour à tous. Voici une autre page de l'archéologie taboue du Québec, celle d'avant 1492. Ceux qui vous ont dit qu'il n'y avait rien avant ne sont que des menteurs. Ici Pierre de Châtillon et un compte-rendu de mes dernières visites de site. La Gaspésie, attention. Cette terre est très importante dans l'ancienne histoire de la planète. Gaspésie, Gaspé, to gasp, signifie halter, une référence des anciens navigateurs à la partie ronde du muscle de la langue dont la forme était apparentée à la péninsule gaspésienne. L'Arabie, le mot s'est dessiné différemment au fil des millénaires et s'écrivait à l'origine l'Arabie en deux mots. Rabbi était le nom donné au docteur de la loi juive. C'est aussi de ce mot que provient le mot rabbi signifiant rage en anglais. Il faut y voir une intention. L'Arabie était une référence des anciens navigateurs et identifiait la péninsule gaspésienne dont la forme était apparentée au dos rond du lapin, rabbit, la forme de la côte gaspésienne. Serpent, par son manque d'empathie, par sa froideur, par la rudesse de ses écailles, le serpent est devenu le symbole d'une pratique qui utilise les territoires au relief marqué, bordant les territoires destinés à la sécheresse lors des modifications de l'axe de la planète et destinés à une élite. Le terme est aussi une référence des anciens navigateurs pour identifier la péninsule gaspésienne par sa forme. Voici donc les fruits de ma dernière visite sur les sites de la terre du serpent. Que d'aventure! J'ai découvert deux sites magnifiques dans le Bas-Saint-Laurent. Je me préparais à en visiter un troisième, mais j'ai embourbé mon 4x4 sur un chemin forestier à 40 km de toute vie alors que le soleil se couchait. Par-dessus le marché, la pluie a commencé et le lit de rivière dans laquelle je m'étais embourbé est devenu une mare. Après avoir consolidé le chemin avec des arbres que j'ai placés sous les roues, j'ai finalement réussi à sortir de mon trou. 4 heures plus tard, puis j'ai mis un autre 4 heures pour refaire le chemin forestier en sens inverse. J'ai au passage fendu un pneu et j'ai arraché mon silencieux. Pour couronner le tout, quand j'ai vu les premières lueurs du village se profiler à l'horizon, ça faisait un bon moment que j'étais sur ma réserve d'essence. Une épreuve. J'avais prévu continuer mes recherches 2 jours supplémentaires, mais j'ai abdiqué et j'ai pris le chemin du retour. Pour ma sécurité, je vais devoir évidemment envisager autrement ce genre de périple-là. Quoi qu'il en soit, j'ai fait passablement de découvertes, dont un ancien village troglodyte, manifestement gaulois, qui contient une centaine de demeures sur 2 flancs de collines, semblables à des igloos. Les cairns se sont effondrés, laissant au sol des dépressions. J'ai voulu pousser jusqu'au temple, mais j'ai manqué d'énergie. Sur un des chemins forestiers, j'ai découvert un temple avec son cimetière s'étirant sur plus d'1 km² sur la face sud d'une montagne. Construit de grès dont les couleurs témoignent encore des diverses générations qui ont vécu, l'endroit est encore encombré de grandes roches de grès ayant constitué les bornes du site, dont la plupart ont été détruites par le passage du chemin forestier. Le cimetière contient encore de grandes pierres tombales à l'effigie des morts qu'il contenait. Mais il n'y avait pas que ces pierres. Voici l'endroit où j'ai fait une découverte très spéciale. Dépassant le but, il y avait là une douzaine de plaques de grès de couleurs diverses, empilées comme le seraient les pages d'un livre. En y regardant de plus près, j'ai constaté que non seulement elles étaient sculptées, mais qu'elles étaient aussi gravées et dessinées. J'ai commencé à creuser la butte jusqu'à apercevoir des empilements de ces plaques dans le trou. Exalté de cette découverte-là, j'ai creusé avec frénésie jusqu'à retrouver une centaine de ces plaques de grès que je sortais les unes après les autres de ce trou-là. Un véritable trésor. Constituant une librairie votive, ces plaques racontaient l'histoire de l'endroit à travers la relation qu'ils vivaient avec leurs morts, les changements génétiques à travers les générations, les territoires occupés et parfois des scènes de la vie courante, le tout dans l'amour filial qu'ils vouaient aux leurs. Facilement reconnaissables à la couleur du grès qu'ils utilisaient, plusieurs générations s'y sont succédées.
Apportant l'honneur aux morts, chacune venait y dessiner ses espérances sur la tombe des leurs. Lorsque trop de ces dessins occupaient le monticule de la tombe, une autre génération appliquait une nouvelle couche de glaise et l'histoire se poursuivait. Construits le long de leur source d'eau, auquel ils vouaient manifestement un grand culte, car comme on le sait déjà, ils ont fait face à une grande sécheresse, les plaques de grès baignaient dans l'eau et elles étaient très fragiles. Elles se cassaient au moindre mouvement et les dessins s'effaçaient avec les doigts. Malgré ces désagréments-là, j'ai pu en récupérer plusieurs en bon état et certains dessins sont encore visibles par certaines techniques de numérisation. Beaucoup de plaques sont des objets géographiques et représentaient leur territoire avec des variations à travers le temps. Dans la plupart des cas, les plaques montrent deux profils de visage, celui de l'ancêtre d'un côté et du descendant de l'autre. J'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu être là un mois de temps. Non seulement il y a des centaines de buts semblables, mais avec mes détecteurs, j'ai pu mesurer de nombreuses cavités et la présence de divers métaux. Avec des équipements appropriés, comme une caméra à large spectre que je n'ai pu acquérir faute de moyens, de nombreux artefacts auraient pu être conservés ou du moins immortalisés. Voici l'histoire que raconte cette librairie. Les premières générations étaient des simiesques, avec leurs groins proéminents caractéristiques que l'on peut retrouver sur de nombreuses plaques. Avec le temps, leur constitution faciale s'est rapprochée de la nôtre, tout en conservant quelque peu leurs groins, un peu à l'apparence des Magdaléniers dont j'ai parlé dans mon livre Bouleversement climatique. Vous remarquerez que pour plusieurs des plaques, elles possèdent un visage de chaque côté et même parfois trois. Le second visage n'a pas été ajouté sur une plaque existante, mais les autres visages sont généralement de la même coulée. C'était là une façon de démontrer la variance génétique puisque cette question avait beaucoup d'importance. En effet, ces primates sont un croisement génétique réalisé entre ce qui restait des anciens habitants de la planète, des centimans, et ce qui restait des hommes suivant le péché originel des caïnistes, qui ont joué dans le code génétique, on le sait, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. L'arbre de la science et de la connaissance du milieu du paradis dont parle la Bible, c'est la distance génétique qui explique qu'après la tour de Babel, les gens ne se comprenaient plus, et ça a donné lieu à la période fabuleuse avec ces êtres étranges qui nous restent encore aujourd'hui, qui nous restent encore en mémoire aujourd'hui. Suivant cette erreur ou cette manigance, il fut décidé d'une unification des génétiques que l'on peut constater avec l'homme parfait des anciens Grecs, tel qu'il était au moment des Prométhéens. Ce plan d'unification génétique devait s'échelonner sur 4000 ans, tel qu'on a pu le découvrir avec les 4 yolks ou les jougs d'Auréolinda. Comme les êtres intelligents se considèrent tous de constitution normale, et que les êtres de constitution trop différentes ne seront pas des choix sexuels privilégiés dans une nation donnée, que nous appelons, c'est un phénomène qu'on appelle aujourd'hui le racisme. C'est une des armes de prédilection qui fut envisagée. Ce sont les guerres, dans lesquelles les viols ou encore le statut de vainqueur avec des stratagèmes comme le droit de cuissage permettaient d'atteindre l'objectif, la mixité des races. Les plaques de la génération suivante, situées par-dessus les premières dans le monticule, étaient de plusieurs types, ce qui semble être le fruit d'intégration. En voici quelques-unes.
Une de ces races possédait un visage un peu plus carré et plus fort que le nôtre, et la tête était plus élongée. Sur les quelques dessins que j'ai pu discerner, il possédait un art similaire à celui des Mayas, c'est-à-dire avec les fions, puis les dessins avec des ronds, des lames de feu, etc. Il apparaît probable que cette génération soit une race dominante, ait été une race dominante comme celle des Babyloniens ou des Romains de l'Antiquité. Deux autres grandes générations y ont aussi vécu. Comme si le votif était un rite qui se perdait ou se modifiait avec le temps, ces nouvelles générations ont commencé à privilégier le dessin sur les plaques existantes plutôt que de procéder à la création de nouvelles plaques ou de gravures sur les plaques existantes. Malheureusement, après avoir séjourné dans l'eau durant des siècles, les pigments de peinture ne résistent pas, comme je l'ai mentionné, puis s'effacent au moindre contact. Malgré ça, j'ai pu procéder à une bonne inspection et la récupération des plaques et par une technique de numérisation assez sommaire. Il m'a été possible d'en faire réapparaître plusieurs, tout comme des palimpsestes, vous savez, ces manuscrits dont les pages étaient effacées pour resservir à nouveau, pour être dans un autre manuscrit. Dans certains cas, les dessins sur les plaques ont été effacés avant que d'autres représentations y soient dessinées à nouveau. Beaucoup d'observations et de patience sont nécessaires à décoder les images. Dans quelques cas, le dessin recouvre la plaque et semble représenter le profil de la plaque elle-même, un peu comme si on avait voulu caractériser le sujet d'origine, comme on le ferait nous-mêmes en peignant les traits d'une sculpture, par exemple. Pour les autres, les visages sont assez similaires aux nôtres et j'ai pu constater que leur rite faisait usage de croix. Ils fabriquaient des châteaux et ils utilisaient des chiens comme monture. En voici les meilleurs.
culte à l'eau. C'était là l'usage de cette superposition de couches de grès, produire de l'eau. Chaque couche devient un catalyseur de la température fraîche de la nuit et condense une certaine quantité d'eau fraîche avec l'échauffement matinal. C'est la raison pour laquelle ces condenseurs d'eau atmosphérique étaient toujours construits à l'est d'une montagne, profiter de ces rayons de soleil matinal-là. Or voilà qu'elle n'est pas à l'est. Ces constructions-là ne sont pas à l'est de la montagne, mais au sud. Et pour cette raison, il faut envisager que tout cela s'est produit au moment du changement de l'axe de la planète et dans les générations qui ont suivi. Que cet événement qui a apporté la sécheresse a en fait duré beaucoup plus longtemps qu'il n'a été dit. Comme on le sait, lorsque ce débalancement se produit, les mers gèlent durement à la hauteur du pôle sud, ce qui entraîne une diminution des mers de l'hémisphère nord, ce qui semble être de plus la cause de la sécheresse. Ces nouvelles découvertes-là m'obligent à redéfinir le calendrier de l'histoire et l'apparence des ancêtres. Les plus anciennes plaques, celles des simiesques, ne peuvent avoir plus de 4 à 5 000 ans, et peut-être moins. Et si c'est le cas, les Magdaléniens ne peuvent avoir vécu il y a 18 000 ans, car une culture n'aurait simplement pas suivi les autres, à 13 000 ans d'écart pour le rite votif. De plus, nous l'avons vu dans le bouleversement climatique, les Magdaléniens étaient des gens évolués qui possédaient des vêtements cousus, à la découpe et aux couleurs qui n'ont rien à envier aux modernes. L'usage de boutons, de manchettes aux vêtements, de chapeaux d'apparat, de chaussures fermées, leur apparence était nettement plus évoluée que celle des Romains et des Gaulois, avec leurs capes, leurs fibules et leurs sandales lacées, comme simples vêtements. Avec des bâtiments romains qui n'ont pratiquement pas de dégradation, des bâtiments grecs sont encore très solides, une question s'impose. Tout cela s'est-il vraiment passé aux dates mentionnées? Quand le prêtre égyptien raconte à Solon que 9000 ans se sont écoulés depuis la Grande Atlantide, parlons-nous de 9000 ans, des années comme nous les comptons, comme nous les connaissons maintenant, ou de 9000 saisons comme certaines nations de l'époque comptaient les années? Cela nous met à 2500 ans avant Platon et non 9000 ans, soit approximativement 5000 ans avant aujourd'hui. Les Atlantes étaient-ils des simiesques? Les Babyloniens, les Atlantes, les Romains, étaient-ils de la même race? Le serpent n'était pas une race, mais une terre et une nation. Regardez la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Sa forme vous fait penser à quoi? C'était là la terre du serpent. Le site que je viens de vous décrire fut découvert sur cette terre. Le serpent fut celui qui a convaincu Ève de manger les fruits de l'arbre de la science et de la connaissance. Il était la terre du serpent. Cette référence en était-elle une à une terre qui aura propulsé l'évolution humaine? Je crois que oui, mais pas directement, car je crois qu'à cause de ses ressources, de ses montagnes et de son eau, elle était le refuge de la science et de la connaissance qui existait durant cette époque de sécheresse, comme à toutes les fois où la Terre se débalance sur son axe. Ce sont les constructeurs des chemins forestiers, sans doute sous la gouverne précise des grands, qui détruisent les sites anciens en traçant leur route expressément pour couper en deux les temples et briser l'eau qui se produit là. Dans le même ordre d'idée, et toujours dans le Bas-Saint-Laurent au Québec, plusieurs m'ont fait part de leurs suspicions concernant l'origine gauloise de certaines ruines retrouvées récemment au Québec, dont celle-ci. C'est un point que j'aimerais éclaircir. Les tenants du point mentionnaient que de telles constructions pouvaient très bien avoir été créées par des habitants depuis l'époque de la colonisation officielle, j'entends. En voici un autre situé à proximité. Ce muret n'est pas conforme aux méthodes de construction utilisées par les colonisateurs. Il faut noter ici que ce ne sont pas des fondations ou des restes de maisons, mais des murets d'enceinte entourant des demeures qui forment un périmètre d'approximativement 70 mètres sur 200, un village. Construit dans les montagnes le long d'un ruisseau situé à 20 km du fleuve Saint-Laurent, à une altitude de 360 mètres, personne de l'ère moderne n'a jamais eu aucun intérêt à construire un village à cet endroit, à moins que les conditions de vie n'aient été différentes de celles qui prévalaient depuis la colonisation. À partir de la qualité de construction et avec l'état de dégradation, il est possible d'estimer l'âge à plus de 800 ans, soit bien au-delà de l'époque de la colonisation. Outre des conditions de vie différentes comme le climat et les menaces guerrières, il n'y avait en fait aucune raison d'aller construire un village à 15 km dans les terres, alors que tous étaient des navigateurs et vivaient de la pêche, même de la part de certains prédécesseurs de la colonisation comme les Basques. Mais le clou de la découverte est ceci.
Sur un des murs de l'enceinte, il existe une sculpture. Comme toutes les enceintes anciennes, en possédait pour identifier l'appartenance du village près des accès, un peu comme les blasons l'ont fait après la colonisation ou que les affiches de ville le font maintenant. Or, cette sculpture dont vous voyez le profil est celle du dieu gaulois Taranis. Dans une autre partie du monde maintenant, un lecteur passionné de ces antiquités m'a fait parvenir des photos de ses découvertes, situées à des endroits difficiles d'accès, des Landes de l'Envaux en France, et protégées par des propriétaires terriens plutôt agressifs. Nous pouvons y reconnaître un muret de fortification similaire au précédent, quoique beaucoup plus ancien. Sur celle-ci, un dragon apparaît. Sur cette image, une petite statue au centre laisse croire que cela est érigé par les Simiesques, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes à l'entrée de la période fabuleuse suivant le caïnisme. D'ailleurs, voici une génétique d'éléphant, dont la trompe a été brisée. Mais avec la quantité de représentations qui figurent sur les pierres, il faut envisager la possibilité qu'il y ait eu plusieurs occupations du site à diverses époques, probablement à 3 reprises. Il est possible de constater un visage simiesque à la partie antérieure de cette statue-là, et que même le visage principal dénote certaines caractéristiques. Au-delà de la tuque phrygienne, les yeux donnent l'impression d'être bridés. Un fait intéressant à noter, les yeux ne sont pas fermés complètement et il est possible de distinguer la pupille. Et ceci termine cette présentation. Et à ceux qui sont intéressés à l'archéologie taboue, il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux dangers à se rendre sur ces sites. En plus des aventures comme celles que je vous ai racontées en début de topo, il existe des menaces qui ne sont pas à prendre à la légère. Ces endroits sont toujours difficilement accessibles, à l'écart des routes carrossables. Accéder à des réseaux de tunnels sans prendre les précautions nécessaires, un puits qui n'a pas été rempli ou mal fermé ou dont les planches sont pourries représente un piège qui pourrait s'avérer mortel. Les propriétaires terriens et les autochtones, j'entends les locaux de la place, sont peu réceptifs aux questions et voient généralement d'un assez mauvais œil l'intrusion d'étrangers dans leur coin de vie. Dans certains cas, ils peuvent être particulièrement agressifs, n'hésitant pas à brandir une arme à feu sous la menace. Quant à moi, et malgré ma passion, le temps que je mets à ces découvertes-là, je ne peux pas faire plus que mes moyens me permettent. Je dois souvent limiter mes recherches. Partagez. Faites connaître ces découvertes-là. Dites-le. Un producteur, un metteur en scène quelque part entendra peut-être l'appel et permettra un jour de faire connaître ça en le mettant dans un documentaire à l'écran qui sait puis le faire connaître à beaucoup plus de monde. De plus, si vous en avez les moyens, puis que vous appréciez cette archéologie-là, que vous ne verrez nulle part ailleurs, n'hésitez pas à en faire connaître, à aider la cause en faisant un don. Il sera très apprécié et très bien utilisé. J'ai d'ailleurs laissé un bouton à cet effet-là au bas de la page de livres et de documents. Merci à tous. Ici Pierre de Châtillon, juin 2014.